Bien, bonjour à tous. Je suis Philippe Dieudonné, je suis ce qu'il est convenu d'appeler un multi-entrepreneur. Primitivement, je suis de formation sciences de l'éducation, donc psychologie, psychosociologie de l'éducation et pédagogie appliquée, et avec une double formation en psychologie clinique. Mais ça ne m'a pas empêché de digresser dans mon parcours professionnel et depuis une trentaine d'années, maintenant, je pilote des entreprises, et notamment dans deux domaines. Le premier, c'est la performance des hommes et des organisations, en particulier sur l'accompagnement des entreprises, tant en France que sur la zone Afrique. Et puis la deuxième activité qui se développe d'ailleurs de plus en plus, c'est sur la partie cybersécurité. Avec une équipe d'ingénieurs, on vient de développer le premier mot de passe jetable, invention brevetée française qui sort dans quelques semaines. Voilà, c'est un petit scoop que je vous livre. On espère régler au moins temporairement ces problématiques de perte et de vol de mots de passe en transformant l'ensemble, en faisant en sorte qu'on ait un mot de passe à usage unique. Voilà. Ceci étant posé, le sujet que je vais juste aborder avec vous cet après-midi est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de l'emploi des seniors. On a discuté avec Christian Hervé, que je remercie d'ailleurs de m'avoir tendu la perche sur cette thématique, l'emploi des seniors, un enjeu économique et sociétal et une exigence éthique. Alors c'est un sujet dont je me suis saisi il y a pratiquement 30 ans de cela. J'étais à l'époque à Chartres, j'étais président de la Jeune Chambre économique, et on avait monté une commission qui s'appelait Commission Formation et Entreprise. Et déjà, ce qui était sous-tendu par cette action, c'était le constat qu'en France, on était vieux de plus en plus jeune. Pardon du raccourci, mais on est vieux de plus en plus jeune. Alors, une certaine époque pas si lointaine, on commençait à avoir 60 ans, on disait « Oh, il est vieux ». Puis après, ça a été 55, puis après, ça a été 50, puis après, ça a été 45, puis après, ça a été 40. Et à l'époque, à la fin des années 80, il y avait une particularité un petit peu franco-française qu'on appelait les pré-retraites. C'est-à-dire que les gens qui atteignaient 50 ans, vous disaient, écoutez, bien travaillé, hein, un petit peu fatigué, vous payez une pré-retraite. Alors c'est fort sympathique peut-être d'un point de vue économique, mais sauf que ça a un impact sociétal absolument dévastateur. C'est-à-dire qu'on a inscrit profondément dans la tête des gens que finalement il y avait un âge où on était vieux de plus en plus jeune. Et qu'en conséquence de quoi, alors je ne vais pas parler d'obsolescence programmée, mais en tout cas, il était de bon ton de laisser la place. Et ça a eu des conséquences absolument dévastatrices, au moins à 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau économique, parce que vous savez que les finances des entreprises ne sont pas extensibles. Puis après, quand les entreprises n'ont plus voulu payer, on s'est débrouillé pour que ce soit l'État, les régions, les conseils départementaux, enfin différentes solutions diverses et variées. Puis après, on a dit, non, on va payer moins, mais c'est pas grave, on n'a plus besoin de toi, donc on va faire fonctionner l'Agence nationale pour l'emploi. Enfin, c'est devenu Pôle emploi. Et puis voilà. Et puis on s'est habitué à voir des gens de plus en plus jeunes qui étaient de plus en plus vieux. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, je ne sais pas si, je partage ça avec vous, mais il y a une chose qui me hérisse, parce que les mots ont un sens. C'est le terme senior. Alors, effectivement, on peut avoir un âge pour être senior. Enfin, moi, quand je reçois dans ma boîte aux lettres des publicités pour des maisons de retraite, en particulier, il y a un groupe bien connu, je ne vais pas lui faire de la pub, ça s'appelle les Senioriales, dit « Investissez dans les résidences seniors ». J'investis déjà dans ma résidence à moi, et pourtant je ne suis pas un senior, j'ai 57 ans et je ne me qualifie pas du tout comme senior. Et on voit bien que là aussi, il y a une perversion du sens à travers les mots que l'on emploie. Je rencontre des jeunes, 30 ans, je suis consultant senior. Nom d'un chien, il est consultant senior à 30 ans. Mais à 45, il sera quoi ? À 45, il ne sera plus rien du tout. Parce qu'il ne sera plus consultant. Il sera ailleurs, il sera dans une autre dimension. Alors, fort de ce constat, en 2017, j'ai écrit un courrier au président nouvellement élu, le président Macron, dans lequel je disais un certain nombre de choses, argumentées, étayées, notamment sur des statistiques que j'avais récupérées à la DARES, Pôle emploi, etc. Je n'ai pas eu de réponse. C'est un des rares présidents, pour dire le seul président qui j'ai écrit, qui ne m'ait jamais répondu ou qui ne m'ait jamais fait répondre.
Alors j'ai écrit au ministre du Travail. Puis le ministre du Travail, il ne m'a pas répondu non plus. Alors je me suis un peu énervé, j'ai publié. Alors là, j'ai eu quand même quelques réponses. Et voilà. Et je voulais simplement là vous donner quelques chiffres qui posent vraiment le problème dans son contexte. Je disais au président Macron en juin 2017 que 4 constats sont particulièrement inquiétants. Je lui parlais justement de l'emploi des seniors, des gens de plus de 45 ans, plus de 50 ans, plus de 55, plus de 60. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous parle d'une retraite très hypothétique à 67 ans. J'aimerais qu'on m'explique comment on fait pour avoir une retraite hypothétique à 65 ans quand on se fait virer à 45 ans. Et que de toute façon, on a quasiment, pardon, mais quasiment aucune chance, ou très peu de chance, de retrouver un job. Et je disais donc au président Macron les 4 points suivants. Les épisodes de chômage s'allongent en particulier pour les cadres. Je fais partie de cette génération à qui on a vanté le fait « forme-toi, passe des diplômes et tu seras à l'abri ». Entre 2008 et 2014, le chômage de longue durée, c'est-à-dire les chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d'1 an, je rappelle que dans la législation actuelle, c'est au plus 36 mois et qu'en règle générale, la moyenne d'indemnisation est de l'ordre d'1 an et demi. Entre 2008 et 2014, donc le chômage de longue durée, les chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d'1 an, a plus que doublé. Fin 2010, ils étaient 36% dans cette situation pour atteindre 40% à la fin de 2014. Fait saillant, parmi les cadres, ce sont ceux âgés de plus de 55 ans qui sont les plus touchés par le chômage de longue durée. Ça interpelle. On prétend toujours que le diplôme protège du chômage. C'est aujourd'hui en grande partie inexact, même pour les cadres. Les hommes représentent 63% des cadres inscrits à Pôle emploi en 2010. 63%. Parmi eux, la moitié est constituée d'actifs de plus de 40 ans. 4 cadres demandeurs d'emploi sur 5 ont également un niveau de diplôme supérieur ou égal à Bac+2, contre 1/4 de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Ça pose. Le chômage de longue durée est une nouvelle donnée pour les cadres. Si 44% des cadres sont sortis des listes des demandeurs d'emploi 12 mois après leur inscription, plus d'un tiers d'entre eux sont restés inscrits au moins 12 mois en continu. Au total, 36% des cadres ont donc été inscrits au moins 12 mois au cours des 24 mois qui ont suivi leur inscription, de façon continue ou pas. Et là se pose toute la problématique du travail précaire. Soit une part légèrement plus faible que celle observée pour l'ensemble de la cohorte. Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à connaître cette situation, 39% contre 35%. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pôle emploi. Et puis, le 4e point que je soulevais en juin 2017, c'était femmes et seniors, un double handicap. Pour les plus âgés, une réinsertion durable dans le marché du travail est devenue quasi impossible, en France particulièrement. C'est encore plus vrai pour les femmes. Ainsi, plus de 4 femmes sur 10 ont exercé des activités réduites, de courte ou de longue durée, sans pour autant sortir définitivement des listes de Pôle emploi. Pour les seniors qui sont inscrits au chômage depuis plus d'1 an, le chômage apparaît de plus en plus comme l'antichambre de la retraite. Pas eu de réponse. Pas eu de réponse. Alors, j'ai continué à investiguer, j'ai animé plusieurs tables rondes justement sur cette problématique, et puis j'ai extrait les derniers chiffres, ceux de 2018, pour faire la comparaison, essayer de voir un petit peu comment les choses évoluent. En 2018, ce sont les chiffres de la DARES, il y a en France 29,4 millions d'actifs, c'est-à-dire de personnes en âge de travailler, de personnes qui ne sont pas censées être à la retraite. Ce sont des personnes actives, 29,4 millions. En 2018, 29,4 millions de 15 donc à 64 ans, donc on prend 15 ans, c'est pour toutes les périodes d'apprentissage, étaient actives en France. Parmi ces actifs, 26,7 ont un emploi et 2 700 000 sont au chômage au sens du Bureau international du travail. Les personnes au chômage sont donc considérées comme actives par le BIT. Il faut quand même savoir une chose, c'est que
Aujourd'hui, on a officiellement sur les listings de Pôle emploi 2 700 000 et quelques demandeurs d'emploi, mais en réalité, lorsqu'on croise l'ensemble des statistiques, ce chiffre est le double. Parce que tous ceux qui cherchent un job aujourd'hui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Et en règle générale, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que dès lors qu'ils ne sont plus indemnisés, ils sortent du dispositif. Alors on essaie de les ramener, puisque les gens qui perçoivent le RSA doivent être nécessairement inscrits sur les registres de Pôle emploi, mais il n'en demeure pas moins que le taux de chômage en France est bien supérieur à celui officiel que l'on donne en règle générale. Mais compte tenu de ce taux de chômage à 2,7, on dit que le taux de chômage en France est de 9,1%. Mais en réalité, on voit bien qu'il est pas loin du double. Le chômage de longue durée affecte davantage les seniors et les moins qualifiés. Lorsque l'on parle de seniors, c'est pas 60, c'est pas 55, c'est pas 50, c'est 45 maintenant. C'est-à-dire qu'on se trouve dans cette situation complètement démente où un jeune qui sort de l'université, on va prendre le cas le plus favorable, va avoir un mal de chien à trouver un job parce que trop jeune, parce que pas assez expérimenté, parce que. Après moult stages, puisque le stage c'est devenu maintenant le nouveau mantra dans bon nombre d'entreprises, pas le stage tel que nous avons pu le connaître, qui nous permettait d'acquérir des compétences à l'issue duquel on pouvait légitimement espérer obtenir un job. Non, non, le stage, c'est-à-dire le malheureux à qui on va donner royalement 500 € par mois et qui va faire le job d'un salarié. Et ça, c'est pas des on-dit. J'ai vu suffisamment de cas extrêmement précis et très pertinents, et aujourd'hui encore, dans des grands groupes du CAC 40, sur la place de Paris. Par charité chrétienne, je ne donnerai pas les noms, mais voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ces seniors qui connaissent massivement le chômage, en 2018, ce chômage de longue durée, c'est-à-dire supérieur à 1 an, et 1 an dans une vie, c'est court, mais c'est extrêmement long lorsqu'on cherche un job, concernait 41,5% des chômeurs. Alors j'ai souvenir, il y a 2 ans de cela, d'avoir interrogé le président Gattaz au MEDEF en disant « Mais écoutez, il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Tous les entrepreneurs que je croise me disent « On n'arrive pas à trouver de compétences. On n'a pas de compétences. On n'arrive pas à trouver chaussures à notre pied. On n'arrive pas. Mais j'ai une valise de compétences. À qui je m'adresse ? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. » Je dis non, c'est pas plus compliqué. J'ai fait du recrutement, je continue à en faire encore. Il faut savoir ce qu'on cherche pour pouvoir proposer les bons profils. Et chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, le recrutement à la française, on sait ce que ça donne. Hein. D'ailleurs, il y a un truc qui est absolument imparable. Imparable. Bonjour monsieur, quel est votre diplôme ? Je vais peut-être déjà me présenter avant qu'on parle de diplôme. Et j'ai un ami qui a 55 ans, 56 ans. Alors, je dirais le jour, il est président de tribunal de commerce. Et puis entre-temps, il est aussi officier de réserve. Oh, accessoirement, c'est un spécialiste en droit social. Bac++. Et il me disait encore récemment, il me dit, tu sais, quand je siège le lundi, le mardi et le mercredi, c'est monsieur le président, et je gère des problématiques d'entreprise particulièrement complexes. Puis le jeudi, le vendredi, on ne m'appelle plus, je ne suis plus rien, parce que ça fait quelques années que je cherche un job et que j'en trouve pas. Quel gâchis! Quel gâchis! Et en France, finalement, ce gâchis, eh bien, on s'y habitue. D'ailleurs, il y a quand même une chose qui est assez pertinente à observer. Nos entreprises manquent de compétences. C'est un fait. Ce manque de compétences n'est pas évidemment également réparti. C'est un autre fait. Mais les faits sont têtus. Il y a aujourd'hui à Pôle emploi plus d'1 million de gens qui ont plus de 50 ans, qui sont donc qualifiés au sens du BIT comme étant des actifs, et qui n'arrivent pas à trouver de job. Alors, problème de coût, même pas. On a comparé les coûts entre des seniors
et des juniors, entre guillemets, ou si vous préférez, des gens qui ont au-delà de 15 ans d'expérience et des gens qui ont entre 5 et 10 ans. Le senior, entre guillemets, qui cherche un job. D'abord, au dernier pointage, plus de 40% d'entre eux sont prêts à revoir leur salaire à la baisse. Et ils sont prêts à revoir leur salaire à la baisse pour au moins deux raisons. La première, c'est parce qu'ils veulent bosser. Ils veulent bosser. Puis la seconde, c'est parce que les enfants sont grands, ils sont élevés. Il y a moins de dépenses. Pour les plus chanceux, la maison ou l'appartement sont payés. Et donc, ils peuvent se permettre de faire une petite remise. Eh bien, même avec ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on va considérer que ces gens-là ne sont pas adaptables. Mais ils ne sont pas adaptables. Ils ne sont pas adaptables à quoi? Ça fait 30 ans qu'ils sont sur le marché du travail et ils se sont adaptés à l'évolution de ce marché. Ah oui, mais ils ne connaissent pas l'informatique. Vous rigolez? C'est notre génération qui a inventé l'informatique. Voilà, ils rouspètent. Bah, oui, quand ils voient des choses qui sont hallucinantes, ils ne vont pas aller dans le bon sens, entre guillemets. On voit bien que, j'allais dire philosophiquement, on ouvre là une commode avec plusieurs tiroirs. Et forcément, ça nous impacte tous, ça doit nous faire réfléchir. En 2018, 57,6% des chômeurs de plus de 50 ans étaient concernés par le chômage de longue durée. Vous imaginez le carnage? Là encore, les personnes sont moins qualifiées, sont davantage touchées par le phénomène, bien entendu. Mais il faut savoir que parmi ces chômeurs de longue durée inscrits à Pôle emploi, 35% ont au moins un bac plus 2. Ça veut donc dire que la nation a investi sur des formations et cette même nation dit bon, bah, à partir d'un certain âge, c'est bon, c'est amorti, vous pouvez vous débrouiller. Ça n'a aucun sens. Alors, quelles sont les perspectives pour 2019? Parce qu'on vient de faire un point sur 2014, 2017, et puis qu'est-ce qui se passe en 2019? J'ai publié une information il y a 48 heures sur justement cette problématique d'emploi des seniors en disant les seniors de pire en pire. De pire en pire. Les derniers pointages qui ont été effectués auprès des entreprises françaises aujourd'hui, les juniors en hausse, les seniors en recul encore. Alors, c'est assez croustillant parce que sur ce marché très polarisé, le nombre d'années d'expérience reste un critère qui est segmentant. D'un côté, on dit « Ah ben oui, mais il nous faut des gens expérimentés ». Et d'autres disent « Ah ben non, trop d'expérience ». C'est un peu comme si demain, vous allez chez votre concessionnaire automobile, vous dites « Voilà, je voudrais une 208. Oh, écoutez, vous m'êtes particulièrement sympathique. Je vous donne une 3008 à la place. Ah non, mais moi, non, faites-moi le même prix, mais je voudrais... » Enfin, ça n'a aucun sens. Et je suis à peine dans la caricature. Je suis à peine dans la caricature. Et en fait, en 2019, qui va profiter de cette embellie? Parce qu'on nous chante l'embellie du chômage, ça va mieux, les cadres sont très demandés. Mais de quoi parlons-nous en réalité? De quoi parlons-nous? En réalité, 60% des embauches prévues sur 2019, c'est entre 1 et 10 ans d'expérience. 30%, c'est entre 10 et 15 ans. Et seulement 10%, c'est au-delà de 15 ans. 10%. Vous imaginez, compte tenu de l'allongement des durées d'études, pour ceux qui en font, ça nous donne finalement un segment aux alentours de 40 ans, 40, 45 ans. Et le drame, c'est qu'on s'est habitué finalement à cette situation. On la reproduit d'année en année. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que dans les mouvements sociaux qui, j'allais dire, perturbent la France depuis 4 mois, on n'a pas parlé des gars qui cherchent du boulot.
Et on n'a surtout pas parlé des seniors qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas du tout. Profits et pertes, on met ça sous le tapis et on passe à autre chose. Donc c'est un véritable drame. Et les conséquences finalement de cette situation, qui est une situation objectivable, elles sont de 3 ordres. D'abord, on a un impact économique colossal, avec par exemple des parents qui, compte tenu de la situation précaire qui est la leur, ne sont plus en capacité d'aider leurs enfants. C'est une réalité. On a un impact sociétal aussi extrêmement fort, avec une dévalorisation de son image. Tu fais quoi, toi? Je fais rien, enfin, je fais autre chose. Alors, on a inventé tout un tas de... c'était le statut d'auto-entrepreneur, bon, voilà, qui permet de... Ok, très bien. Quand on sait que 80% des auto-entrepreneurs font moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, avec ça, ils vont aller loin. Hein. Quand on retire 40% de charges, il ne reste pas lourd et à peine de quoi payer le gaz et l'électricité. Donc, on a fondamentalement un vrai problème. Et puis, on a aussi un autre problème. Et c'est un problème qui va sans doute rejoindre une problématique que vous avez, peut-être pas abordée, mais en tout cas bornée dans le cadre de ce séminaire. C'est l'impact sur l'équilibre des retraites. Parce que lorsque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a fait ces systèmes de caisses de retraite, dans la forme où on les connaît aujourd'hui, on avait un retraité pour 12 actifs, mais 12 actifs actifs, hein. Pas des actifs au sens du bit, hein. Actif, job. Aujourd'hui, on est à 1 pour 2,5. Et tout le monde sait que de toute façon, nos régimes de retraite sont totalement déstabilisés. Et ils sont déstabilisés à la fois parce qu'il y a un vieillissement de la population, ils sont déstabilisés également parce qu'il n'y a pas suffisamment de cotisants. Et pourquoi il n'y a pas suffisamment de cotisants? Parce que parmi les actifs en âge de travailler, et même au sens du bit, il y a trop d'actifs qui sont aujourd'hui au chômage. Et notamment trop de seniors. Alors, vous savez, je vais vous faire une confidence, je me suis posé très souvent la question de savoir, mais ce système-là, tel qu'il est architecturé, ça a du sens. Pour certains, ça tombe pas comme ça du ciel. Bon. On essaye de nous vendre aujourd'hui le principe des retraites par répartition. Pourquoi pas? C'est un modèle qu'on connaît aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord en règle générale. Il y a des avantages, des inconvénients. Mon propos n'est pas aujourd'hui de prendre une position par rapport à cela. Mais simplement ce que j'observe, c'est que un des moyens, c'est pas le seul, mais un des moyens d'équilibrer ou de tenter d'équilibrer le régime de retraite, eh bien, c'est d'agir sur 2 paliers concomitamment. Le premier, c'est le recul de l'âge légal, et c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Et le second, c'est de servir des niveaux de retraite moins élevés. Or, comment on sert des niveaux de retraite moins élevés? Eh bien, simplement en faisant prendre conscience finalement aux gens que, n'ayant pas suffisamment cotisé, ils ne peuvent pas y prétendre. C'est QFD, c'est mathématique, c'est très simple. C'est évidemment dévastateur d'un point de vue sociétal, c'est aussi dévastateur d'un point de vue économique. Et puis, au-delà de ces considérations économiques et sociétales, il y a un enjeu éthique particulièrement prégnant. D'abord, je peux attester d'une chose, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, observé à de nombreuses reprises, il y a en effet, en France, pas uniquement, mais en tout cas en France, pour ce que j'ai observé, une discrimination quasi systématique à l'emploi pour les plus de 45 ans. C'est une réalité. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous vous souvenez, certains avaient imaginé le principe du CV anonyme, sauf qu'il est extrêmement simple de reconstituer une carrière et par extrapolation de voir si on a affaire à quelqu'un de 20 ou de 40 ans. Pas être sorti de Saint-Cyr pour être capable de le faire, donc le CV anonyme, j'y crois très moyennement pour ne pas dire pas du tout. J'ai également vu des mesures de rétorsion. Et souvenez-vous,
C'était en 2016, pas 2016, 2015, 2015-2016. Il y a eu des tentatives de faire un peu des plans seniors pour inviter les entreprises à conserver les personnels les plus âgés, à leur permettre de se former, à adapter les postes de travail, etc. etc. Et j'ai un exemple sur un CAC 40 où les gens, on leur a demandé de se positionner à partir de 45 ans. Mais quels sont vos souhaits, quel est votre désir en deuxième partie de carrière? Et il se trouve que dans mon parcours, j'ai accompagné notamment des cadres de direction, ce qu'on appelle les exécutives, dans le cadre de bilan de compétences, etc. Et donc, c'est par leur entremise que j'ai été informé de ce qui se tramait. Et j'ai des gars qui viennent me voir en me disant, mais ils nous demandent de nous déclarer. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, vous bougez pas. Il n'y a pas d'obligation. On vous demande de vous déclarer. Quelles sont vos aspirations? Votre première aspiration, c'est d'avoir votre job. Et puis, si vous avez un problème, vous en discutez avec votre manager. Vous en discutez en codir. Mais vous n'avez pas commencé à vous déclarer comme ça. Certains l'ont fait, d'autres pas. C'est-à-dire, certains ont suivi cette préconisation, je ne me déclare pas. Et d'autres sont passés outre et se sont déclarés. Que croyez-vous qu'il advint? Pour un groupe de 9 personnes, et en réalité il y en a 7 qui ont été impactés, ils se sont déclarés en mai, et comme par hasard au mois de novembre, ils ont reçu leur lettre en disant qu'il y avait c'était un licenciement. Ce n'était pas un collectif puisqu'on était en dessous de 9, mais on les invitait à aller voir ailleurs. Alors, les syndicats s'en sont émus, etc., etc. Mais on voit bien, on parlait tout à l'heure de discrimination, on parlait d'éthique, de respect de la personne. On voit bien que certaines entreprises ne s'embarrassent pas de cet aspect éthique et n'hésitent pas à pointer du doigt et à faire ce qu'il faut pour se débarrasser, entre guillemets, des plus anciens. Donc là, on voit bien que cette problématique est une problématique absolument essentielle. Et moi, le sens de mon engagement dans ce cadre-là, il est très simple. D'abord, j'aime pas sans jouer les chevaliers blancs, j'aime pas les choses qui sont pas, qui sont pas normales, qui sont pas, comment dirais-je, respectueuses de la personne, ou j'aime pas les pratiques. Mais au-delà de ça, je vois ça sous un angle économique et sociétal. Il faut absolument, absolument, absolument que collectivement on se saisisse de cette problématique. D'abord qu'on arrête de parler de seniors lorsqu'on parle de gens de 45 ou de 50 ans, ça n'a aucun sens. Alors je pense que nos distingués linguistes de l'Académie française se feront un plaisir, voire un devoir de nous inventer un nouveau mot. J'ai pas d'exigence particulière à cet égard, mais en tout cas il faut que collectivement nous puissions remettre les choses à plat. Et c'est non seulement notre devoir d'un point de vue sociétal, c'est un devoir d'un point de vue éthique, mais en plus c'est une exigence économique, parce que nous ne nous leurrons pas, avec 2,5 millions de personnes qui sont au chômage, et là-dessus pratiquement 1 million de personnes qui ont plus de 50 ans, c'est pas de mal à veille qu'on va rééquilibrer les retraites, et le jour où on va nous informer, enfin nous imposer, comment déjà un petit peu à se faire, hein, on a eu la retraite à 65, puis ensuite à 60, puis maintenant c'est à 62, puis en fait on borde maintenant 67, puis demain ce sera 70. J'ai pas de souci, on vit aujourd'hui de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Mais enfin, il faut savoir aussi raison garder. À un moment donné, quand on voit que ce qui nous était dit tout à l'heure, 83 ans, c'est l'âge moyen où on perd son indépendance. On profite un petit peu de la vie après avoir eu une vie de labeur ne me semble pas superfétatoire. Merci. Moi, j'ai beaucoup de questions. Je comprends pas. Le marché du travail, à l'heure de quoi? Puis nous, on cherche on a des grosses pénuries de main-d'œuvre. C'est quoi le taux de chômage, Mylène? 5%? C'est plein emploi. Donc, on cherche à garder les gens sur le marché du travail. À 60 ans et tout, puis ça manque en termes d'enjeux d'adaptation des conditions de travail pour ces travailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans le marché du travail? S'il y a les gens n'ont pas d'offre d'emploi, ou il n'y a pas quelque chose qui se fait pas, un arrimage qui se fait pas. On a en France une double particularité. D'abord, on a ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux.
Alors que certains prétendent être généreux, je rappelle simplement que ces amortisseurs sociaux, au premier rang desquels Pôle emploi, ne sont que la résultante des subsides qui sont prélevés, alors qui jusqu'au 31 décembre 2018 étaient prélevés à parité sur les charges sociales salariales et les charges sociales patronales. Aujourd'hui, il n'y a plus que les charges sociales patronales, mais il n'empêche, c'est un principe d'assurance. Alors après, on peut toujours arguer quand on diminue finalement cet amortisseur. Je ne suis pas persuadé que les choses vont s'améliorer mécaniquement. Non, en réalité, ce qui se passe, je crois que fondamentalement, en Amérique du Nord, on vous demande déjà si vous avez envie, hormis bien évidemment pour les professions réglementées, mais on vous demande déjà ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de travailler, quelles sont vos compétences, montre-moi ce que tu sais faire. Voilà. En France, dans la vieille Europe, c'est dis-moi quel est ton diplôme. Mais quand vous faites du recrutement et que vous avez un chef de service ou un patron de business unit qui est diplômé d'HEC qui dit moi je ne recrute que des HEC, on peut aussi se poser la question justement de, je dirais, la ventilation des compétences. Puis il y a un autre problème aussi, il y a une autre problématique. On sait très bien qu'aujourd'hui, exercer un emploi, c'est certes une nécessité, mais tout dépend de ce qu'on entend par exercer un emploi. C'est-à-dire aujourd'hui, j'exerce tel emploi, demain j'exerce tel autre. Est-ce que j'ai démérité? Non. Est-ce que je fais valoir mes compétences? Oui. Que vaut l'expérience que j'ai acquise? Et en réalité, je crois qu'en France, on est enfermé dans des modèles qui sont des modèles castrateurs, des modèles qui nous enferment dans des habitudes dont on a toutes les peines du monde à sortir. Et c'est un vrai problème parce qu'encore une fois, dans le même temps, on a, je le répète, au moins 6 millions de chômeurs, 6 millions d'actifs qui cherchent du travail, et dans le même temps, on a des offres d'emploi non disponibles. Mais sur ce point, je voudrais quand même mettre un bémol. 6 millions de chômeurs, raisonnablement, on a aujourd'hui 150 000 offres d'emploi non pourvues. C'est pas 300, c'est pas 400, c'est pas 500, c'est de l'ordre de 150 000. Tous les chiffres qu'on arrive à prendre avec la DARES vont dans le même sens. Ça veut dire que les offres d'emploi qui aujourd'hui sont disponibles sont très loin de couvrir les besoins. Et en conséquence de quoi se pose la problématique de fond qui est double. D'une part, quels sont les emplois masqués? Et là, ce serait peut-être le job de Pôle emploi d'aller voir les entreprises pour aller voir quels sont les jobs masqués. Non, pas le travail au noir, c'est-à-dire les jobs qui pourraient être pourvus, mais dont on ignore jusqu'à l'existence. C'est-à-dire qu'on s'accommode. On s'accommode, c'est-à-dire que telle ou telle personne va tenir un poste et demi, 2 postes, pourquoi pas. Tant que ça tient, ça tient. Bon. Même si les 35 heures nous ont permis d'ailleurs de faire des économies d'échelle importantes. Mais bon, c'est une première explication. Mais je crois que fondamentalement, la France a un tel niveau de chômage parce que la France ne génère pas, ne produit pas suffisamment d'entrepreneurs. Et on sait que ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Ce n'est pas l'État. Même si l'État a créé 5 millions et quelques Vous voilà. allez faire votre texte, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous mettrez ces choses-là. Parce que là, vous avez parlé des problèmes, mais tout cette description, là, ça serait important de le mettre ça, dans le texte. Je trouve ça très intéressant. Malheureusement, on n'a pas de temps. Hein. On continue.